François Bénétin, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'écrire chez Derby. Pourquoi et comment apprendre les rituels? Oui. Avant d'apprendre le rituel d'une tenue, il faut se poser la question, quel est le but d'une tenue et d'une initiation? Eh bien, j'aimerais avoir votre réponse. Le but d'une initiation et d'une tenue, mais tout compte fait, une tenue, ce n'est repose sur les mêmes principes d'une initiation. Elle est pour communiquer. Tout d'abord, à travers le rituel, elle crée un lieu et un temps qui est différent du temps profane, de manière à ce que ce qui va s'y passer nous mette, si j'ose dire, dans de bonnes conditions de recevoir ce qui va effectivement s'y dérouler. La deuxième des choses, c'est qu'elle définit les règles de fonctionnement entre les participants de manière à ce que la tenue ou l'initiation se déroule de façon harmonieuse. Et surtout, le rituel qui va animer ou tout au moins, comment dirais-je, structurer la tenue, va délivrer des messages, des communications, voire des révélations, mais pas au sens religieux du terme, qui sont censés ouvrir, voire mettre en communication selon la sensibilité de chacun, leurs réflexions, leurs recherches intérieures, puisqu'en fin de compte, une tenue conduit à ce que l'on développe sa recherche intérieure, quel que soit le plan de chacun, avec ce que l'on pourrait appeler des plans supérieurs. On mettra ce qu'on veut dans ces plans supérieurs. La question qu'on peut se poser, c'est que vient chercher un néophyte? Est-ce que c'est la même chose que ce que cherche un maçon quand il passe d'un grade à un autre? Je crois qu'il faut partir effectivement du cas du néophyte. Le néophyte a normalement quelques informations néanmoins sur le domaine maçonnique. Elles sont vagues, elles peuvent être précises, mais souvent elles sont vagues. Et il a sans doute une idée de, qu'est-ce qu'on va dire, rechercher la vérité peut-être, sauf qu'il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et cette notion de vérité, d'ailleurs, ça nous arrive aussi parfois, nous maçons, beaucoup plus tard, mais qu'est-ce qu'il peut mettre dans ce terme de vérité qu'il perçoit confusément? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est trouver la clé d'ouvrir ce que j'appelle son ciel intérieur par rapport à une recherche spirituelle? Est-ce que c'est donner un sens à sa vie? Est-ce que c'est chercher une communauté fraternelle qui soit supérieure à ce qu'il connaît? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il espère trouver quelque chose qu'il ne trouve pas dans la vie profane. Donc quelque chose. C'est la raison pour laquelle, un raccourci rapide, la qualité des rituels pourra correspondre à ce qu'il attend, parce qu'il n'attend pas quelque chose de médiocre. On découvre le concept de carte mentale et c'est un concept très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionnent les cartes mentales? Alors les cartes mentales sont une représentation qui ont tout d'abord une double application, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Elles servent autant à mémoriser quelque chose, c'est-à-dire qu'elles sont dans ce cas-là tournées vers le passé, mais elles sont également très efficaces pour concevoir un projet, se projeter dans le futur. C'est une représentation en plusieurs dimensions. Nous, on est tous en général passés par un plan linéaire, première partie, deuxième partie, troisième partie, pour mémoriser ou aborder un sujet. Les cartes mentales s'éclatent comme une étoile, avec tout un ensemble de branches à partir d'un sujet donné, et elles présentent la richesse suivante, c'est d'aborder tous les différents aspects d'un sujet donné. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est dans un plan linéaire qui descend en première, deuxième et troisième partie, où tout d'un coup, on est dans un phénomène d'entonnoir et on a un appauvrissement un peu de notre démarche parce que tout d'un coup, on se conduit soi-même dans une seule direction. Une carte mentale peut servir de support à un discours de 20 minutes sans qu'il y ait d'autres notes sur une seule page. Quand on descend dans la compréhension de la méthode, on découvre qu'il y a 6 étapes: motivation, compréhension, apprentissage. Est-ce que dans ces 6 étapes, il y a des étapes majeures où aucune n'est à oublier? Aucune n'est à oublier, mais il y a une étape majeure au départ. C'est bête, c'est la motivation. Et la motivation, c'est un peu ce que j'ai essayé d'exposer dans cet ouvrage, c'est le désir, puisqu'on est dans notre domaine de bien accomplir un rituel,
Le terme de performance anglais serait parfait, parce que c'est à la fois ce que l'on utilise pour la réalisation d'une pièce de théâtre, mais il y a le terme de performance, donc c'est plus qu'une exécution, c'est vraiment une réalisation qui tire ou qui s'adresse à une certaine perfection et à une création du beau. Et c'est ce beau, cette belle réalisation, j'ai repris d'ailleurs dans l'ouvrage une évocation sur le beau tiré des 5 méditations de François Tcheng sur le beau, qui montre que tout compte fait, l'accomplissement d'un rituel devrait avoir comme motivation l'envie de faire quelque chose d'exceptionnel par ceux qui l'animent, donc le président et les officiers qui y participent. On rentre dans le concret avec votre ouvrage et vous descendez les réponses et le travail mémoriel que doit faire chaque officier. Alors, parmi tous ces conseils, on ne va pas tous les aborder ici, mais il y en a au moins 2 d'officiers qui sont plus particulièrement en vue, je dirais, parce qu'ils parlent beaucoup, ils savent beaucoup de la parole. En l'occurrence, le vénérable maître et également l'orateur. Quel conseil pourrions-nous retenir pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux? Pour l'un et pour l'autre, et d'ailleurs pour les autres officiers qui interviennent surtout au premier degré, pour en parler à moindre titre, j'ai parlé de la motivation tout à l'heure. Ensuite, c'est de ce que j'appelle d'endosser son rôle. C'est ce qui est la sublimation théâtrale dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire tout d'un coup incarner le rôle de transmetteur que sont tous les officiers, le vénérable maître en tête, je reviendrai sur l'orateur par la suite, et qui est donc tel dans une sublimation théâtrale d'apprendre le texte, de le détricoter, de l'assimiler de manière à le restituer d'une façon qui est plus forte, ce qui serait simplement la lecture mot à mot. Je vous crée, constitue et reçois, apprenti franc-maçon. Nous avons un texte qui est en 3 termes, qui correspond à des termes qui sont utilisés presque quand il y a des révélations divines. Ne voyons pas que c'est une révélation divine, c'est pour dire simplement le poids qui est donné tout d'un coup à cette phrase, qui se prononce dans une loge, et qui aurait le même poids qu'une déclaration urbi et orbi, c'est devant l'univers entier que vous êtes aujourd'hui franc-maçon. Si on prend par exemple l'orateur au niveau d'une initiation, maintenant, enfin, l'orateur intervient selon les tenues plus ou moins, mais il intervient en particulier lors de l'initiation au premier degré. Il intervient tout d'abord lorsqu'il annonce au néophyte là où il est et quels sont les principes de la franc-maçonnerie. Et il fait surtout ensuite un discours d'accueil, après que la cérémonie a eu lieu. Alors, moi, je recommande plus que fortement qu'il ne se mette pas l'orateur à faire un début d'explication de 2 ou 3 symboles. Les néophytes viennent d'en prendre, si j'ose dire, plein les yeux et plein la tête, et ils sont sous un foisonnement de symboles. Il faut leur laisser l'impression fraîche et spontanée de ce qu'ils viennent de voir. Donc, là, à ce moment-là, l'allocution, à mon avis, doit être de bienvenue, mais il est important parce qu'il communique à ce moment-là, après que les épreuves de l'initiation ont été passées, la chaleur d'accueil qui est en fin de compte celle de l'œuvre. Votre ouvrage est plein de recoins passionnants et de concepts intéressants. On y parle des lieux et des images. Alors ça, c'est une façon de travailler qui me paraît très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je vais raccourcir la légende fondatrice de la mémoire, le poète Simonide. Il y a 2500 ans. Est invité à un banquet par un notable athénien et doit réciter des poèmes en l'honneur du notable qui donne ce banquet. Je passe les détails de la scène. Pendant qu'il est là, 2 personnes appellent le poète, en dehors de la salle où se passe le banquet. Le poète sort. Pendant qu'il est sorti de la salle des banquets, le plafond s'effondre. Tout le monde est écrabouillé. Et quand on enlève les débris, on ne peut pas identifier les personnes ou les corps tellement ils sont écrabouillés. Mais Simonide va pouvoir dire là c'est un tel, là c'est un tel, là c'est un tel, parce qu'il avait mémorisé l'emplacement de chacun des membres du banquet à la place qu'il occupait. La méthode dite des lieux et des images était née. Les lieux sont les endroits pour le banquet où étaient placés les personnages.
Et les images, ce sont les personnages eux-mêmes. Avant l'invention de l'imprimerie, écrire est compliqué. Et comme écrire est compliqué, bien avant, on s'est creusé la tête pour créer des systèmes permettant de mémoriser les choses. Et ces systèmes permettaient de mémoriser 10, 20, 50, 100, 500, 1000. On parle de 10 000 éléments au Moyen-Âge, avec certains qui avaient fumé un peu la moquette, tels que Giordano Bruno, car les plus grands se sont passionnés sur ces domaines-là. Giordano Bruno, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin et bien d'autres, avec des disputations telles Descartes qui disait « ça c'est un système artificiel de mémorisation, nous les humains on doit mémoriser par le sens et pas par des systèmes mécaniques ». C'était une erreur, les deux se combinent, il faut à la fois mémoriser par le sens et il faut à la fois utiliser ce système de lieu-image. Voilà ce que sont le qui est imaginé. Est-ce que la mémoire peut aider le maçon à accéder au sublime? Oui, non et pourquoi? L'idée qu'on a de la mémoire aujourd'hui, au sens profane du terme, c'est tout de suite lié aujourd'hui aux maladies neurodégénératives, aux craintes de perte de la mémoire et de garder son autonomie si on conserve une mémoire. Mais c'est beaucoup plus que ça. La mémoire, on pourrait la dire en disant, c'est la manière dont l'ensemble de la représentation de l'univers qui nous est donné entre dans notre tête et se recrée. Si j'ose dire, j'ai utilisé le terme tout à l'heure, on passerait du ciel extérieur au ciel intérieur. Cette mémoire, elle est à l'origine, comme je l'ai indiqué, de la créativité. Notre imagination, concevoir, se projeter dans le futur, donc c'est quelque chose de très actif et c'est une source. La mémoire est un moteur de l'intelligence. La formule n'est pas de moi, elle est du professeur Bernard Croisy qui le met dans son bouquin. Bon. Il y a non seulement des enseignements sur la démarche maçonnique à prendre de cette extension, cette exaltation, je dirais, de l'application de la mémoire, mais application qui peut tout à fait se faire et qu'on peut vivre parce que dans des exercices et des pratiques de ce que nous appelons la mémoire profonde, c'est-à-dire d'aller rechercher tout un ensemble de ce qu'on n'imagine pas qui puisse être encore conservé dans notre cerveau, on arrive à des créations qui sont tout à fait étonnantes. C'est en fin de compte l'art de l'écrivain, celui qui est capable de se souvenir et ressouvenir d'une foule de choses et qui va lui permettre d'avoir le matériau pour écrire ses œuvres. Merci François Bénétin de mettre votre expertise en coaching mémoriel au service de ceux qui œuvrent en franc-maçonnerie et ailleurs dans leur vie à la transmission. C'est moi qui vous remercie.